Enquête et reportage. Un magazine bimensuel de la radio web de l'Université du Temps Libre de Tarbes et de la Bigorre. Aujourd'hui, auditeurs d'enquête et reportage, nous avons le plaisir de vous inviter dans un laboratoire de recherche. Alors, vous imaginez aussitôt un local aménagé pour faire des expériences avec des microscopes, des ballons, des flacons, des pinces, des éprouvettes. Eh bien, vous faites erreur. Il y a toutes sortes de laboratoires. Celui que nous allons explorer aujourd'hui est un laboratoire de sciences humaines, sans microscope, sans ballon, sans personnel en blouse blanche, avec seulement là, des caméras, des dictaphones. Alors, j'espère vous avoir suffisamment intrigué par cette accroche. Et je vous dis tout de suite, donc, nous avons rendez-vous aujourd'hui avec le laboratoire Mémoire vivante de notre petite université du Temps Libre de Tarbes. En effet, à la rentrée 2019, aux cours, aux conférences et aux ateliers qui existaient depuis longtemps déjà au sein de cette université, s'est ajoutée une nouvelle structure qu'on a appelée laboratoire. Alors, on avait déjà des ateliers, une douzaine, art pictural, audio-vidéo, cercle de lecture, cinéma, écriture, informatique. Et puis, désormais, on a souhaité créer des laboratoires. Alors, Monique Cercia, qui était donc, avant de prendre sa retraite, conservateur ou conservatrice des archives municipales de Tarbes, a bien voulu donc essayer cette nouvelle expérience d'un laboratoire et donc a pris la tête d'une petite équipe. Alors, j'aimerais, Monique, d'abord, présentons rapidement, donc, Monique, si tu veux ajouter quelque chose à ton curriculum vitae, j'ai dit brièvement ancienne archiviste municipale, mais peut-être peux-tu ajouter, et puis tu as également écrit, tu as participé à de très nombreux ouvrages. Bon. Monique. C'est parfait, non, ça me va, ça me va. Ensuite, donc, je présente Marie-Jo Sylvestre, qui est membre du laboratoire et qui est témoin aussi, elle nous l'expliquera tout à l'heure. Marie-Jo, si vous le souhaitez, vous pouvez peut-être vous présenter rapidement. Que faisiez-vous avant d'être laborantine? Déjà, je suis retraitée de l'éducation nationale. J'étais directrice d'école à Lourdes, en maternelle, et j'ai fait ma scolarité à l'école normale d'Alger, puis j'ai terminé à celle de Tarbes. Voilà. Très bien. Et enfin, notre interlocutrice aujourd'hui du laboratoire est Monique Ducrot, qui n'appartient pas au laboratoire, du moins pour le moment, mais qui est témoin. Alors, vous pouvez également vous présenter, c'est toujours intéressant de savoir d'où nous venons. Eh bien, moi, je suis ingénieure et j'ai passé les 20 dernières années de ma carrière professionnelle en Asie. Et je suis retraitée à Vic-en-Bigorre depuis 5 ans. 5 ans. D'accord. Voilà. Et je suis là, évidemment, en tant que témoin parce que j'ai vécu en Algérie dans ma petite enfance. Parfait. Monique Cercia, donc, pourriez-vous nous rappeler, nous donner votre définition d'un laboratoire, surtout par rapport aux ateliers. Tout à l'heure, j'ai cité les ateliers de peinture, audio-vidéo, lecture. Et quand nous avons créé les laboratoires, en nous inspirant d'une expérience faite à l'Université du Temps Libre de Grenoble, eh bien, nous avons souhaité créer une structure assez différente. Alors, qu'est-ce qui fait la spécificité de votre laboratoire? Donc, alors, je crois qu'avec les ateliers, nous avons un sujet en commun, un sujet
une problématique avec un questionnement, mais je crois que ce qui différencie le laboratoire d'un atelier, c'est que dans un laboratoire, s'il y a une notion de recherche, je pense que le mot de laboratoire déjà le définit en lui-même. C'est-à-dire que autour du sujet, nous avons édifié une problématique, un questionnement, et puis nous adoptons une méthode. Et comme tu me disais tout à l'heure, tu as fait appel à l'ancien archiviste de la ville de Tarbes qui a l'habitude de travailler avec une méthode en matière scientifique, historique et archivistique. Donc, la notion différente qu'il y aurait entre un atelier et un laboratoire, ce serait cette notion de recherche. Et en plus, puisque nous recherchons, c'est que nous avons un questionnement, donc nous souhaitons analyser les interviews des témoins, faire une synthèse, et bien sûr, notre ambition, c'est de faire une production, quelle qu'elle soit. Normalement, la plus traditionnelle serait un ouvrage, mais ça peut être un film, une exposition, ça peut être tout à la fois. Mettons la barre assez haut et on verra au fur et à mesure de l'avancée de nos travaux. Alors, j'ajouterai juste que dans un laboratoire, comme nous avons voulu les créer, il y a aussi l'idée que le groupe va pouvoir s'appuyer sur des structures extérieures à l'UTL qui sont plus ou moins spécialisées dans le domaine de recherche. Vous pensez à quel type de structure, à quel type d'établissement? Alors, pour moi, c'est très facile. Il y a deux structures institutionnalisées ici à Tarbes. Ce sont les archives départementales et les archives municipales. Nous avons eu déjà des contacts avec ces deux institutions. Je ne dévoile rien, là, nous les avons rencontrés. Les archives départementales nous ont aidés dès le départ pour savoir comment ils pourraient eux-mêmes conserver les documents d'archives que l'on crée, c'est-à-dire les interviews plus tous les documents annexes. Et avec les archives, donc c'est eux qui les conserveraient. Nous n'avons pas encore signé de convention, mais pour régulariser, nous signerons une convention. Et avec les archives municipales, les archives municipales nous recevraient pour organiser une exposition ou pour nous aider à la valorisation des documents. Il y a une autre structure aussi qui est associative, c'est l'association Guillaume Morand, avec qui, sans avoir eu une discussion formelle, nous aiderait aussi pour une production ultérieure. Je crois que oui, c'est tout en matière de partenariat. Donc, c'est très en amont. Je pense que c'est bien parti. Il suffit maintenant de le concrétiser avec des conventions. Alors, comment avez-vous fait pour recruter votre petite équipe? Combien y a-t-il d'abord de personnes? Là, je parle de l'équipe du laboratoire. Je ne parle pas encore pour le moment de la recherche de témoins. Hein. Alors, l'équipe du laboratoire, vous êtes combien? Alors, l'équipe du laboratoire, aujourd'hui, nous sommes 10. Comment on l'a recruté? Eh bien, c'est après que vous m'ayez proposé de créer ce laboratoire. J'ai organisé des rencontres avec les membres de l'UTL en proposant une méthode et un projet. Tout à fait au début, c'était en janvier 2019, tout à fait au début, une vingtaine de personnes sont venues écouter mes propos, mais à la fin, il n'en est resté que 10 pour des raisons diverses. Si vous voulez que je les énumère ou les évoque, je peux le faire, si vous voulez.
comment on se tutoie dans la vie, on va Allez, va. nous sommes gênés. Non, je ne veux pas que tu les énumères obligatoirement, mais quels sont les profils un peu de ces personnes? Alors, ce sont des membres de l'Université du temps libre. Le profil, bon, il est très divers au niveau de l'origine socio-professionnelle, mais ce qui nous a unis, c'est la compréhension que nous allons pratiquer avec ce laboratoire le métier d'historien. Et le métier d'historien demande une rigueur, demande une méthode, et je pense qu'on a fédéré un groupe autour de cette compréhension qu'il y a du travail, qui est peut-être quelquefois un peu, allez, je ne trouve pas le mot, j'allais dire fastidieux, un peu difficile, mais quand on a une méthode, après, la réalisation d'une production est énormément facilitée. Donc, je pense qu'on a réuni cette équipe de 10 personnes autour d'une volonté de faire le métier d'historien. Et le choix du thème principal, ça a été assez difficile. Peut-être, non? Il y avait plusieurs thèmes au départ que tu as proposés, ou tu as proposé un seul thème? Alors, non, j'ai fait dans ces réunions préliminaires dont je parlais tout à l'heure, début janvier, j'ai d'abord exposé ce qu'était un laboratoire de mémoire vivante pour que les personnes qui veulent y participer soient au courant de ce qui les attendait. Donc, pour moi, un laboratoire de mémoire vivante, c'est recueillir des témoignages audiovisuels. Tout cela dans le cadre d'une recherche historique, parce qu'aujourd'hui, on le sait depuis longtemps, les sources orales viennent bien en complément des sources traditionnelles que sont les archives et l'historiographie. Et il s'agissait, dans la philosophie du projet, de rendre visible un patrimoine méconnu en associant donc un regard scientifique avec une démarche sensible. Tout ça pour en faire un sujet de recherche, mais aussi, ça a un double objectif, je te le disais tout à l'heure, nous créons des documents d'archives. En interviewant quelques 50-55 témoins, nous créons des documents d'archives. Donc, c'est à partir de cette philosophie du projet que l'équipe s'est constituée, mais là où il y a eu un petit problème, je dois le reconnaître, j'ai fait un sondage et certaines personnes voulaient qu'on travaille sur certains sujets. Alors, ils se sont proposés, en gros, c'était l'Arsenal, c'était les Espagnols, mais moi, j'ai opposé l'idée qu'à Tarbes, puisque le champ d'investigation, c'est Tarbes, hein, qu'à Tarbes, ces sujets étaient déjà explorés. Et il est vrai que pendant longtemps, pendant mon métier d'archiviste, quand j'ai classé les archives contemporaines, je m'étais toujours dit que l'histoire des pieds noirs serait intéressante à faire, les pieds noirs à Tarbes, et qu'en effet, ça correspond à un patrimoine méconnu. Et en plus, leur mémoire est fragile, c'est-à-dire que les témoins vieillissent. Donc, il était temps de recueillir ces témoignages. Oui. Marie-Jo, vous avez adhéré au groupe, au laboratoire, tout de suite. Et pourquoi? À cause du thème, les deux vous intéressaient, à la fois le thème, parce que vous êtes d'origine donc pied noir, où vous avez vécu en Algérie, ou c'était plutôt vous investir à la retraite dans une structure un peu exigeante? Oui, alors à l'origine, c'était surtout la démarche historienne qui m'intéressait, peu importe le sujet. C'est pour cela que nous nous sommes inscrits, mon mari aussi et moi, à ce laboratoire. Voilà, c'était une démarche historienne et surtout parce que, étant présidente de l'association des anciens de ma ville en Algérie, j'ai eu l'occasion de faire un livre avec 2 copains sur notre ville. Donc, la démarche historienne m'intéressait afin de coller au mieux
à la demande d'un livre impartial, si l'on veut. Voilà, ça c'était au début. Ensuite, le thème, évidemment, m'a intéressée dans la mesure où je suis moi-même française d'Algérie. Je préfère ce terme que celui de pied noir, que l'on ne situe pas bien. Et à ce titre, je pensais que j'étais un témoin valable dans la mesure où je pouvais aussi influencer la façon de mener les entretiens. Connaissant bien l'histoire et ayant vécu depuis ma naissance, toute la guerre d'Algérie, je pouvais peut-être apporter quelque chose de plus, c'est-à-dire ne pas dissocier le retour et l'accueil et l'intégration surtout du vécu que nous avions eu là-bas. Voilà, ma démarche a été celle-ci. Ensuite, c'était aussi l'occasion de parler, de raconter et de peut-être remettre au point certaines choses qui n'étaient pas exactes et rien ne vaut le témoignage des gens qui ont vécu pour informer ceux qui ne le sont pas très bien ou qui l'ont été volontairement différemment. Voilà ma démarche et ma motivation. Votre mari, donc, qui participe Oui. également à l'opération, Oui. c'est quelque chose par rapport à ce que vous avez dit Alors, je peux le laisser parler puisqu'il est là. Je le laisse parler. Oui, tout simplement, je suis bigourdan, mais le sujet m'intéressait parce que je le connaissais mal. Voilà, tout simplement. Donc, comme beaucoup de Français de France. Voilà. Et ensuite, il aime bien l'histoire et il fait des recherches généalogiques également. Voilà. Bien, merci. Alors, on va reprendre, si Monique Cercia veut bien, les différentes phases que j'imagine de votre, disons, parcours, le parcours du laboratoire. La première phase, donc, d'après ce que j'ai compris, c'était l'acquisition d'une méthode par des lectures, voire des conférences. Monique, veux-tu nous rappeler ce moment c'est bien ça, n'est-ce pas? Vous avez commencé d'abord par, tu me dis, acquérir une méthode. Alors, comment? Oui. Alors, avant de parler de la méthode, je voudrais continuer à parler de la philosophie du projet quand même. J'avais commencé à parler du lieu d'investigation qui était Tarbes, qu'il s'agissait d'un patrimoine qui est méconnu, d'une mémoire qui se raréfiait, mais ce dont j'avais envie de traiter aussi, c'était d'obtenir des témoignages sur une période historique et, si c'était possible, qui résonne avec l'actualité. Alors, je crois que le thème des pieds noirs est en plein dans le sujet, surtout dans ces deux dernières assertions. Alors, je voulais préciser ça quand même sur la philosophie du projet. Sur la méthode dont nous nous sommes réunis, nous avons fondé le laboratoire et sur la méthode, d'abord, il fallait se documenter sur le contexte. Donc, une bibliographie a été constituée d'une manière assez informelle, parce que quand même, ce que je veux dire, c'est que ce laboratoire, même si je l'anime, c'est interactif. Et chacun a son mot à dire, chacun a des propositions à faire, elles sont souvent intéressantes. Donc, en matière de méthode, la documentation a été fournie, les membres ont lu pour s'imprégner du sujet. Et ensuite, nous avons préparé les interviews. Nous ne sommes pas partis directement aller trouver les témoins pour les interviewer. Mais qui parle de témoins? Avant, nous avons constitué un échantillon, c'est-à-dire l'échantillon, la liste des témoins qui étaient susceptibles de témoigner, d'être interviewés et de correspondre aux critères, c'est-à-dire être pied noir, être né en Algérie et avoir connu l'exil. Donc, pendant l'été 2019, nous avons constitué l'échantillon
Et à partir de l'été 2019 et de la rentrée 2019, nous avons établi les documents préparatoires aux entretiens. Comme je te disais tout à l'heure, on ne va pas interroger les gens comme ça. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de questionnement. On a préparé un questionnaire pour savoir ce qu'on voulait savoir. Le thème, je le répète, ce sont les pieds noirs à Tarbes, le départ d'Algérie, l'arrivée en France, l'intégration et aujourd'hui, qui résonne aujourd'hui avec l'actualité. Donc ça, c'était j'ai perdu le fil là. C'était fondamental, mais ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous avez réussi à réunir les futurs témoins, quoi. Ah ben voilà, alors on revient à l'échantillon, d'accord. Ça s'est fait d'une manière, là aussi, informelle. Normalement, la seule chose que nous ayons structurée au départ, c'est le questionnement, qu'est-ce qu'on veut savoir? La seule chose qui a été faite d'une manière un peu plus informelle, c'est le choix des témoins. C'est-à-dire que nous les avons trouvés de bouche à oreille, comme ça, en connaissant certaines personnes, sauf le cas de Monique Ducrot, qui est là, et qui est elle-même venue se proposer spontanément pour participer. Madame Ducrot, rappelez-nous ce moment où vous avez appris qu'un groupe se créait, qui s'intéressait aux pieds noirs, et comment vous avez eu envie donc d'y participer. Ça a été un grand moment quand je l'ai appris parce que c'était sous le froid et la pluie à la fête de l'UTL à Pailleul. Ah oui, je me souviens. Oui, qui ne se souviendrait pas de ce jour de fête? Et donc, c'est vous-même donc, qui en avez parlé et donc j'ai trouvé la démarche très intéressante, très courageuse aussi parce que le sujet est quand même toujours très clivant et encore plus avec l'actualité maintenant. Et en fait, donc ça m'a beaucoup intéressée, mais paradoxalement, je n'avais pas envie d'y participer. Parce que d'une part, ce n'est pas dans ma nature de me raconter. Et puis, dans ma vie, j'ai rencontré quand même pas mal de réactions négatives quand les gens apprenaient que j'étais d'origine pied noir. Soit des réactions négatives ouvertes, soit des petites mimiques ou des petits sourires ou des voilà. Donc, je n'avais pas envie d'y participer. Ça m'intéressait beaucoup, le résultat m'intéressait beaucoup, mais voilà. Et en fait, c'est mon entourage qui m'a encouragée en me disant que j'étais stupide, que c'était vraiment très intéressant, qu'il fallait que j'y participe. Et j'ai trouvé qu'en effet, j'étais quand même un maillon de la chaîne et que dans un devoir de mémoire, ça serait bien que j'y participe. Voilà, et donc du coup, j'ai contacté Monique Sertia. Ensuite, donc, après avoir repéré les témoins, ont eu lieu les premiers échanges. Alors, comment faites-vous pour aller interroger les témoins? Est-ce que vous divisez en 2, 3 équipes, chacune donc interrogeant des témoins différents, ou y a-t-il une seule équipe qui est chargée de cela? Non, non, non. On est 10. C'est facile, on a fait 5 équipes de 2 et nous sommes 2, un binôme, pour aller interroger les témoins. Alors, nous pratiquons une méthode, là aussi, factuelle, c'est-à-dire que nous avons contacté les témoins par bouche à oreille. On a constitué un échantillon de 55 personnes en gros. Ils nous ont donné leur accord de principe en expliquant un peu comme ça par téléphone le projet. Donc, c'était quand même assez sommaire. À partir de là, nous les recontactons pour prendre un premier rendez-vous. Et là, nous faisons connaissance avec le témoin et nous établissons un climat de confiance. Nous faisons vraiment connaissance. Nous les rencontrons au moins pendant 1 heure. Et là, nous faisons connaissance, nous savons qui ils sont.
Ils savent ce qu'ils peuvent attendre de nous et nous ce qu'on peut attendre d'eux en faisant les choses bien. Et nous signons un contrat entre eux et nous pour savoir ce à quoi ils peuvent s'attendre et nous ce qu'on doit et peut attendre d'eux aussi. Nous leur présentons le projet d'une manière beaucoup plus précise en leur expliquant exactement ce qu'on attend d'eux et ensuite nous remplissons ce qu'on appelle une fiche d'identification avec énormément de renseignements sur leur état civil, sur leur généalogie et ce premier contact est un échange. À la suite de ce premier contact, on prend rendez-vous pour pratiquer l'interview. Et si tu veux savoir, Monique Ducrot a déjà été interviewée. Si tu veux avoir une expérience de quelqu'un qui a déjà été interviewé, peut-être qu'elle peut intervenir. Juste auparavant, l'entretien se fait uniquement par le son ou également est-ce que l'entretien est filmé? Alors, dans le contrat et dans le premier entretien qui n'est pas filmé, on définit les modalités. Soit la personne souhaite être filmée, soit elle ne l'est pas. On définit aussi l'anonymat. Pour le moment, personne n'a souhaité l'anonymat, mais le premier entretien n'est pas filmé, mais le deuxième, on le propose et en général, les témoins acceptent. Mais de toute façon, on enregistre, on filme et on enregistre avec un audiophone, enfin, un micro aussi à part. D'accord. Donc, Madame Ducrot va réagir, hein, va nous parler un peu de son expérience. Je vous rappelle qu'il n'y a plus que 6 minutes. Hein, tout passe très vite, donc il faut être assez bref, les uns et les autres. Madame Ducrot. Oui, ben, je vais être très brève. Donc, comme je le disais, j'y suis allée à reculons à cette interview et je dois dire que voilà, j'ai rencontré une équipe, enfin donc 2 personnes, hein, dont Monique Cercia, extrêmement bienveillante, mais d'une neutralité bienveillante et qui a vraiment tout fait pour me mettre à l'aise et qui a posé énormément de questions, mais je trouve des questions intéressantes. Enfin, j'en ai un retour très positif et j'ai beaucoup apprécié justement cette neutralité bienveillante tout le long de l'entretien. Et puis d'avoir des personnes qui s'étaient manifestement intéressées au sujet et qui avaient vraiment des connaissances pour m'interviewer. Voilà. Ensuite, une fois que les premiers témoignages sont recueillis, est-ce que vous faites un premier débriefing, une discussion un peu sur ces témoignages ou vous attendez d'avoir davantage de documentation? C'est à moi que tu poses la question. Il y a tout le monde. Marie-Jo, tu veux répondre à ton expérience sur la rédaction des documents post-mortem? Voilà, à toi. Je veux bien, oui. Oui, alors nous avons interrogé 2 personnes différentes à ce jour. Nous les avons interrogés et ils ont été seulement enregistrés et non pas filmés. Après, alors pour la première personne, l'enregistrement avait duré environ une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure. Et pour le second, 1h30, parce que ce monsieur avait beaucoup de choses à dire. Il fallait même le freiner. C'est un petit peu le problème que l'on rencontre. Mais bon, nous l'avons quand même dirigé. Et ensuite, nous avons fait une transcription écrite de l'interview. Et ça prend énormément de temps. Pour 1h30 d'enregistrement, j'ai mis 20 heures pour traduire progressivement, oui, parce que je n'ai pas de possibilité sur mon ordi pour traduire. Je le fais en écoutant le dictaphone au fur et à mesure. Bon, mais en fait, c'est quand même très intéressant. Voilà. Bien. Donc, personnellement, je trouve que c'est assez extraordinaire. D'abord, vous conduisez ce laboratoire-là, vous y participez avec beaucoup de rigueur, c'est ce qui frappe. Hein, donc, le terme de scientifique vous convient très bien à votre expérience. Et ensuite, en tant que témoin, que pied noir,
qu'est-ce que vous attendez? Je m'adresse à la fois à Madame Ducrot et à Madame Sylvestre et à Monsieur Sylvestre. Qu'est-ce que vous attendez de cette expérience en tant qu'ancienne d'Algérie? Alors, je peux répondre, oui. Eh bien, lorsque nous sommes arrivés en France, nous étions dans l'urgence de nous installer, de nous réintégrer. Et nous avons eu plusieurs réactions. Je dois dire que dans les Hautes-Pyrénées, j'ai été très bien accueillie, je n'ai pas de soucis. Mon problème a été surtout à l'atterrissage à Blagnac, puisque je suis arrivée à minuit le 23 juin. C'était un accueil que nous n'attendions pas du tout. Notre intention était de revenir en Algérie, mais nous avons eu un accueil plutôt dans l'indifférence. Bien sûr, il y avait des dames de charité qui nous proposaient des boissons, mais on avait vraiment l'impression qu'elles avaient déjà entendu les discours qu'on leur proposait, qu'on leur donnait. Et bon, ça passait, c'était surtout, je me rappelle, mon père voulait expliquer que nous étions installés depuis de nombreuses générations. Et la réponse, c'était: tenez, prenez une limonade. Oui, mais à l'école normale de Tarbes, j'ai été bien accueillie par la directrice, par les élèves, mais c'était un petit peu l'indifférence, ou alors elle n'osait pas me poser de questions, donc on ne me demandait pas de parler de mon vécu en Algérie, ni de mon retour. Ensuite, nous avions dans notre famille conscience que parler à des gens qui avaient envoyé leurs jeunes se faire tuer pour nous, devoir raconter, se plaindre peut-être d'avoir laissé des biens à des gens qui avaient perdu quelqu'un, c'était malvenu. On ne pouvait pas se permettre de se plaindre quand des jeunes Français étaient allés se faire tuer. Il y avait des familles un peu partout qui avaient connu ce problème ou qui connaissaient des gens. Donc, par respect pour eux, on ne parlait pas. Mais après, la vie a fait que je me suis tournée vers ma propre vie de famille à construire. Et le temps passant, nous avons été, nous nous sommes intégrés plus ou moins en nous mariant, ce qui était mon cas, avec un Français de France. Donc les familles ont été un lien avec les autres qui ne connaissaient pas les pieds noirs, et nous avons été acceptés. On voyait bien que nous n'étions pas les tortionnaires qu'on nous présentait. Nous avons pu nous exprimer davantage. Et finalement, le temps faisant son œuvre, maintenant nous pouvons parler et raconter. Les gens sont prêts à nous écouter. Voilà pourquoi je tiens à témoigner. Voilà. C'est clair. Monique, c'est le moment, donc on va devoir conclure. Alors, vous êtes au début d'une riche expérience. Hein, c'est quand même rarissime, je tiens à le souligner, que des personnes à la retraite décident comme ça de créer une équipe à objectif scientifique et à mener cela d'une manière régulière. Donc ça montre encore une fois combien les seniors à la retraite sont capables de recommencer d'autres vies avec donc d'autres objectifs et de le faire d'une manière extrêmement rigoureuse. Alors, personnellement, Monique, quel bilan tu fais de cette première partie de la création du laboratoire? Alors, d'abord, je suis très contente et très satisfaite que cette équipe accepte d'apprendre le métier d'historien. Bon, bien sûr, parmi nous, il y en a un qui n'a besoin de rien apprendre en matière d'histoire, mais je pense que les autres membres sont des personnes qui sont intéressées, qui sont curieuses, donc qui sont prêtes à accepter toute la rigueur que je propose. Voilà, donc, et
d'apprendre ce métier d'historienne. Alors, pour faire le bilan, il faut bien parler de la Covid, hein, c'est malheureusement d'actualité. Nous avons commencé une dizaine d'interviews terminées avant que la Covid ne commence il y a un an. Et que fallait-il faire maintenant qu'on était confinés? Parce que notre lien avec les témoins, c'est de les rencontrer, d'aller chez eux, de parler avec eux, de les interviewer, d'être avec eux. Donc, il fallait trouver une solution pour que la dynamique de notre groupe ne baisse pas, pour que la dynamique des témoins ne baisse pas non plus. Donc, nous avons choisi la solution de faire ce premier entretien dont je parlais tout à l'heure par mail et par téléphone, bien entendu avec tous les inconvénients que cela suppose, ça ne remplace en rien le contact, mais force est de constater qu'aujourd'hui, sur les 55 témoins qu'on a contactés durant l'été 2019, tous répondent présents, sauf 2. Donc je pense que ce n'est pas énorme. Et que l'équipe continue à travailler, l'équipe des membres continue à travailler dans ces mauvaises conditions que sont la Covid. Nous avons, pendant cette période, sauvé la dynamique du groupe et nous avons gagné du temps. Parce que quand on aura terminé les premiers entretiens avec les témoins, nous pourrons commencer sur un socle solide les interviews. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, en cette période de pandémie. Merci Monique Cercia. C'était donc un petit reportage auprès du laboratoire Mémoire vivante de l'Université du Temps libre de Tarbes.